que les Égyptiens ont fait des mathématiques. Il n'y a donc pas de doute. Aristote, considéré en Occident comme le père de la logique, il le dit de manière claire. Mais allons plus loin. Jusqu'ici, on disait donc que c'était la partie nilotique qui avait fait les mathématiques. Mais l'évolution des sciences dit autre chose. Je n'insiste pas, je ne donne que les noms, parce que mon ami viendra dessus, que ce soit l'os du Chambaud ou que ce soit la grotte de Mont-Blanc. Je n'insiste pas, je n'arrête pas. Très bien. Alors, je peux arriver à l'exemplification 2, pour ne pas aller en physique, en médecine. J'ai fait 20 chaque fois. Donc, je vais sauter pour aller aux exemplifications 2. Exemplification 2, là maintenant, nous arrivons dans des objets qui nous intéressent aussi pour ce colloquium, donc politologie, économie, droit. En économie aussi, je ne vais pas marquer sur les plates-bandes comment faire, qui va faire une démonstration, puisqu'il a dit la question est ambiguë, il va faire la démonstration tout à l'heure. Mais je vais très rapidement, par contre, faire une démonstration brève, mais aux conséquences incalculables. 3 questions fondamentales que nos universités ne peuvent plus laisser comme telles. C'est des questions attentives, qu'il s'agisse de la question de la monnaie, qu'il s'agisse de la question de l'État fédéral, ou de la malédiction des accords de coopération, qu'il s'agisse de la géopolitique du pétrole et des matières premières. Je ne vais pas insister parce que j'ai un livre qui va être publié. J'ai accepté de le faire publier chez un jeune habilité que je félicite ici, qui est dans la salle, qui vient d'obtenir son habilitation à diriger des recherches et qui orchestre les éditions ICAT. J'ai accepté donc de faire un travail de géopolitique du pétrole et des matières premières dans la démonstration. Et même les 3 questions sont abordées de manière frontale. La question est la suivante. Nous ne pouvons pas, parce que l'idée est que nous avons du pétrole avec une ironie. C'était d'abord l'Afrique centrale qui faisait des découvertes exceptionnelles. Maintenant, c'est l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique est traversée d'une richesse incommensurable. La question majeure est la suivante. Ce pétrole est-il le nôtre? Les accords de coopération permettent de répondre avec beaucoup de nuances. Beaucoup de nuances. Et c'est là-dessus que je voudrais. Très rapidement, je ne vais pas insister, parce que j'ai un livre entier. Je ne veux pas anticiper sur l'inauguralité de la publication, mais je vais quand même donner des éléments, des pistes heuristiques. Sur cette question, la cartographie du pétrole permet d'établir que nous avons encore beaucoup de pétrole et de matières premières. Je fais un classement matière par matière. Mais ici, la question fondamentale est de savoir si nous sommes des bénéficiaires réels de ces matières premières. Les accords de coopération sont sévères. Sévères. Les accords tablent au meilleur des cas 75-25, au meilleur des cas. Je dis bien au meilleur des cas. Il y a des pays africains qui en sont encore à bien moins, où ils ont contourné la chose en mettant aux familles présidentielles, entre guillemets, je ne commettrai pas d'impair ici, au nom de la vérité, en leur donnant 30%. Donc, les 30 pour les familles, c'est-à-dire au-delà du texte.
Maintenant, pour l'État, en tant qu'organe rationnel, les États ont peut-être entre 15 et 20. Comme ça, ils disent. Donc, il y a le second scandale à côté de celui du CFA. D'ailleurs, quand je commençais mes conférences avec le professeur Azoulou, dont j'ai préfacé le livre remarquable qu'il a écrit, lui faisait des conférences sur la monnaie et moi sur les accords de coopération. Parce que j'ai un livre sur déconstruire les accords de coopération. Et la question est donc fondamentale pour nous, parce qu'il y a deux types d'accords. Il y a les accords secrets et il y a les accords publics. Les accords secrets sont sévères et ne permettent pas. Et là, je vais ajouter, c'est ma contribution à la discussion de notre frère et éminent chercheur Agourou, c'est ma contribution au niveau, mais je sais que tu as ces éléments-là, qui m'est arrivé dans le sous-sol de la Sorbonne. J'ai eu la chance d'être lauréat de la Sorbonne, et donc j'ai pu aller dans l'archive. Et il m'est arrivé, malheureusement on ne peut pas sortir avec la robe, mais j'ai pu prendre quelques petits éléments, de découvrir que, effectivement, au niveau des comptes d'opération dont tu parles tous les jours, la contraction de la disponibilité au niveau des chefs d'État est illimitée. Ça pose un problème. Si vous nous dites on laisse cette monnaie parce qu'elle ne nous sert pas, si d'autre part vous pouvez contracter au sommet des États plus que ce que l'État gagne, ça pose un problème de résistance organique. Je referme la parenthèse, c'était ma seule contribution là-dessus, parce que c'est un élément majeur à mettre dans la main. Alors donc, cette question que je viens de donner, cette information que je viens de donner, à elle seule est problématique. Mais je referme la question pour dire que nous avons des matières premières, mais les textes de 1960 qui ont été depuis révisés ne le sont pas en substance. Les révisions sont des révisions de surface, parce que les accords restent dans leur double nature. Donc la nature secrète, ça veut dire que les accords de coopération, pour l'essentiel, sont joués au niveau du sommet. On ne peut pas en dire plus, si ce n'est que ce qu'on met à notre disposition. D'où, dans les budgets, je suis content que mon ami politologue soit ici et les autres, dans les budgets nationaux, vous êtes surpris qu'on met toujours, si on met beaucoup, on va déclarer 2 milliards, 2000 milliards, 8 milliards pour les recettes fonctionnelles. Et on joue avec ça, on ne peut pas faire plus, on ne prend que ce qui nous est acquis. Je referme pour dire en un mot que la nature nous a donné ce que les textes nous ont repris. L'État fédéral. Nous sommes devant une situation importante. Il faudrait que ces choses rentrent dans les résolutions. Comment dépasser les accords? Parce que les accords, il y en a à peu près, les accords de cette nature dont je viens de parler, c'est aussi au niveau militaire. Au niveau militaire, comme vous le savez, nous avons besoin de nos partenaires pour mettre en place l'état de droit, pour mettre en place des armées nationales. Mais depuis lors, il y a un phénomène, c'est que l'Afrique participe d'une conceptualité géostratégique autre. Ça veut dire qu'un pays comme la France, par exemple, dans sa stratégie, polémologie, sa conception de la guerre, l'Afrique est un lieu stratégique pour le redéploiement de la puissance de la France. Donc là, c'est exactement comme le pétrole. Nous avons le pays, mais nous n'avons pas du tout le contrôle géostratégique. Puisque dans la stratégie de redéploiement, c'est écrit techniquement.
Si vous regardez par exemple ce qui s'est passé, à la fois sous De Gaulle, le redéploiement pour arriver à la victoire, non seulement on a recruté, mais il y a l'idée d'un placement de la puissance de frappe au niveau du continent africain. Ce qui pose en droit un problème fondamental. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui pose au niveau du secret de défense, qu'est-ce que cela signifie que nous ayons des armées dont les emplacements stratégiques soient connus à l'avance? On sait on connaît même les effectifs. Donc, dans la rédaction des accords de coopération de défense cette fois-ci, la question de l'accompagnement, cet accompagnement est tel que, quand vous dites, l'Afrique est devenue indépendante depuis 1960, à quel moment aura-t-elle sa souveraineté au niveau géostratégique, au niveau monétaire, au niveau industriel? Il est important, à l'occasion de ce colloquium, de soulever des questions inquestionnables, pour nous permettre d'aller plus loin que d'habitude. Et de commencer à avoir le courage de regarder la véritable situation du continent. Regardez l'armée d'interposition. L'armée d'interposition qui est la question fondamentale de la géostratégie pour ce qui est du continent. Nous avons des pays en guerre, dont celui qui nous accueille. La définition d'une armée d'interposition, c'est de donner la force de frappe pour annuler ce qui va contre les intérêts des États du continent. Eh bien, il y a eu deux problèmes pour lesquels le colonel n'a pas survécu. On connaît la question de la banque qu'il voulait mettre en place, mais il y a surtout la question qu'il voulait mettre aussi en place une puissance de frappe continentale pour qu'il y ait eu une véritable autonomie. La façon dont nous gérons la défense est telle que toujours déjà, tous les emplacements stratégiques, tous les effectifs stratégiques, tous les objets volants, tout ce que nous avons est toujours déjà connu. Autre nouvelle situation absurde, plus récente. Il nous est interdit de frapper sur celui qui nous déstabilise. On nous dit, voici des organisations, je vais être gentil, informelles. Ces organisations sont informelles et détruisent, mais nous n'avons pas d'autorisation de détruire ce qui est informel. Nous ne pouvons pas, au cours de ce colloque, ne pas au moins suggérer la gravité de notre propre situation, parce que nous pourrions avoir une idée tronquée de la réalité du continent africain. Et notre devoir à nous autres, élevés au rang d'experts ou de savants, c'est de donner la réalité clinique pour que les décideurs et surtout l'appareil qui analyse les questions commence réellement à se pencher. Nous avons ici, je vais donner des informations, un pays comme le Cameroun, 7e police du monde, la plus puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de l'espionnage, du contre-espionnage, si on met en branle toutes les techniques, si on frappe, on peut enrayer la chose très vite, mais il n'est pas question de l'enrayer. Pourquoi? Parce que dans la cartographie des matières premières, on a décidé qu'il faut faire différemment. Vous savez, les découvertes, il y a une relation entre les découvertes pétrolières et en hydrocarbures et la guerre. Je ne vais pas dire plus, je suis en train de montrer que pour sortir de cette situation, pour sortir des accords de coopération, il y a une seule solution. Des accords de coopération illégaux, il y a une seule solution. C'est quoi la solution? C'est l'État fédéral.
On n'est pas obligé de le faire tout de suite pour les 54. On peut commencer par 2 pays, 3 pays, 4 pays, pour contourner la juridicité défavorisante des accords de coopération. Parce que ces accords sont, en fait, il est écrit dans les accords de coopération, il y a une disposition qui dit on ne peut pas les abolir si les deux partenaires ne sont pas d'égal accord. Or, il a été démontré que l'Afrique a demandé d'abolir cela, mais si l'autre partenaire n'est pas d'accord, ça ne sera jamais aboli. Parce que c'est dans ses intérêts. On sait ce qui s'est passé avec la crise dans les pays d'Occident. Ce n'est pas demain que les accords seront abrogés. C'est une vue de l'esprit. Il nous faut donc prendre la solution de la construction de l'État fédéral en commençant par ce qu'on appelle les États moteurs. Ce sont les États moteurs qui vont commencer à mettre en place cette Afrique que les pères fondateurs du continent ont regardé comme un rêve et que nous avons l'obligation de réaliser. C'est une question majeure parce que le droit même, le droit communautaire n'insiste pas suffisamment sur cette question-là. Nous avons l'Union africaine, mais l'Union africaine sans une force de frappe ne peut pas tenir la route. L'Union africaine financée à 70-80% par l'extérieur ne peut pas tenir la route. Il nous faut, maintenant qu'on connaît les choses, maintenant qu'on connaît les conjectures accumulées, il nous faut aller au-delà et ne pas continuer d'enseigner ce qui n'est pas, puisque ce qui est, c'est cela qui nous permet d'échapper à ce que Freud appelle, il parle du principe de réalité et il dit le danger, c'est de vivre dans la déréalisation. Or, nous vivons dans la déréalisation lorsque nous n'avons pas les données objectives qui nous permettent d'analyser avec rigueur le réel. C'est cette déréalisation qui est un danger pour l'université lorsqu'elle ne donne pas les chiffres. Et il est prouvé à plusieurs reprises que les chiffres sont tenus par les ministères de tutelle. Lorsque nous commençons à faire des chiffres, des travaux importants, les ministères de tutelle ont les chiffres. Avec l'idée que ces ministères de tutelle, ayant des chiffres dans les 54 pays, donnent des chiffres officiels. Il est donc obligé que nous-mêmes, nous ayons des équipes pour aller sur le terrain et avoir d'autres chiffres académiques. Je vais terminer avec les déductions. Je termine l'exposé. À considérer la multiplicité des crises, je n'invite pas à l'optimisme parce que l'économie, la politologie, le vivre ensemble fonctionne par des crises. C'est la crise qui est l'essence de l'habitation. La question est l'accumulation des crises et leur non-résolution. Si les crises s'accumulent et si elles ne sont pas résolues correctement, nous arrivons au risque d'explosion, que ce soit la crise au niveau démographique. L'Afrique est annoncée comme le grand continent du monde. Comment voulez-vous qu'on nourrisse ces gens lorsque déjà nous avons toutes les matières premières et nous ne les nourrissons pas? Il y a des problèmes majeurs et j'appelle un congrès mondial des savants et des experts pour anticiper sur les années à venir. Merci beaucoup. Nous voici dans le colloque et je crois que le décor est planté. C'est cela la leçon inaugurale. Alors nous avons un aréopage de spécialistes et d'experts, de savants et d'experts. Je voudrais, sans commentaire de cette leçon, passer immédiatement la parole à quelqu'un qui est sur le terrain. La seule restriction que nous ferons par rapport à la leçon, c'est que les
discours de réception seront importants. Et je voudrais prier le docteur Paul Fauquin, canonnier, d'être le premier à subir les rigueurs de l'épreuve en 15 minutes. Merci docteur de prendre la parole. Veuillez me passer le micro. Oui.